toute personne qui vient en France sait avec certitude qu'elle ne sera pas éloignée. Seulement 2% des OQTF en matière d'asile sont exécutés. Ce n'est pas une immigration qualitative, c'est une immigration avant tout humanitaire en France. L'État distribue 1 milliard d'euros aux associations qui mènent une lutte implacable contre ce même État. Elles ont reçu de l'État quasiment une délégation de services publics. Le coût d'une journée en CRA, c'est 600 euros. Le coût d'une reconduire à la frontière, 4000 euros. Il y a des directives qui nous empêchent de tenir la frontière aujourd'hui. Souveraineté. C'est quand même pour moi le mot-clé dans cette affaire. Bonjour Philippe Fontana, bienvenue sur FP+. Vous êtes avocat, essayiste. Alors je tiens à préciser avant de vous poser une première question que l'entretien a lieu le 7 mars. Le jeudi 7 mars, c'est pour nous, c'est assez important de le préciser. Alors vous avez été l'auteur l'année dernière d'un livre aux éditions de l'Observatoire, La vérité sur le droit d'asile, qui relate effectivement le fonctionnement du droit d'asile et son dévoiement finalement. Donc, première question, les chiffres de l'année dernière en 2023 concernant le droit d'asile ont explosé. Comment on peut expliquer globalement que les chiffres depuis des décennies augmentent continuellement ? Bon, ils n'ont pas vraiment explosé, ils suivent une croissance continue. C'est-à-dire que l'année dernière, je l'expose dans mon livre, il y avait 156 000 demandes d'asile. Alors attention, c'est des demandes qui sont présentées au guichet unique de la demande d'asile, on appelle ça les GUDA. La demande d'asile, c'est truffé de jargon administratif. Donc c'est pour ça que j'ai fait un glossaire au début de mon livre pour expliquer tous ces acronymes. Alors c'est important de dire que c'est devant le GUDA parce que certains s'échinent à minorer les chiffres. Première demande, les demandes seulement présentées à l'OFPRA. Donc moi je prends ce qui est demandé en préfecture. Donc le GUDA, ça dépend de la préfecture. Dans mon livre, je cite pour 2022 le chiffre de 156 000, qui est déjà un record. Et pour l'année 2023, on en est à 167 000, donc entre 8 et 9% d'augmentation. C'est ça, l'augmentation, elle est régulière, mais elle croît sans qu'on ne puisse l'arrêter. Pourquoi ? Vous utilisiez vous-même ce terme qui est vraiment le terme le plus important dans mon livre, c'est le dévoiement. C'est-à-dire que l'Asie, c'est une belle chose. On sait tous que nombre de nos compatriotes, ceux qui sont devenus des compatriotes, ont bénéficié du droit d'asile, comme Romain Gary. En tout cas, sa mère et lui, dans les années 30, puisqu'ils fuyaient les pogroms nazis. D'ailleurs, je ne pensais même pas m'imaginer qu'un jour, en 2023, on puisse à nouveau être le spectateur, le témoin de tels pogroms transposés de Russie en Israël. Donc la France s'enorgueillit d'avoir même constitutionnalisé le droit d'asile pour les combattants de la liberté. Donc c'est vrai que c'est un droit important, c'est une belle cause, c'est noble, mais comme je vous disais, le terme de dévoiement, c'est la meilleure et la plus sûre manière d'obtenir un titre de séjour en France, en tout cas de manière provisoire, de recevoir des subsides de l'État, c'est d'arriver en France. Même si vous passez clandestinement la frontière, on vous donnera, à partir du moment où vous demandez l'asile, on vous donnera un titre de séjour provisoire. Et c'est pour ça que j'utilise encore ce terme de dévoiement. Non seulement c'est, je vais prendre un terme de jeune, open bar, mais après, sur les 60% de personnes qui n'ont pas l'asile, dont la demande est mal fondée, que ce soit devant l'OFPRA et la CNDA, on y reviendra. On reviendra sur ce mécanisme. Eh bien, selon le rapport de la Cour des comptes qui a été publié le 4 janvier dernier, vous savez dans quelles circonstances, puisque son président avait refusé de le communiquer pendant les débats parlementaires, on se demande pourquoi, sur quel fondement, eh bien, j'ai lu ce chiffre, seulement 2% des OQTF en matière d'asile, c'est-à-dire toutes les personnes qui n'ont pas obtenu l'asile, sont exécutées. 7% en règle générale, 2% en matière d'asile. Donc toute personne qui vient en France sait avec certitude qu'elle ne sera pas éloignée, sauf extraordinaire. Justement, est-ce qu'on doit être étonné à la vue des chiffres sur le droit d'asile, étant donné que c'est un problème plus général d'après vous,
puisque tous les chiffres de l'immigration, que ce soit pour motif familial, économique, augmentent. Bon, d'abord, la masse de l'immigration est de plus en plus importante en France. Deuxièmement, ce n'est pas une immigration qualitative. C'est une immigration qui repose, vous l'avez dit, d'abord sur les étudiants, 110 000, sur des motifs familiaux, sur des personnes qui ne peuvent pas faire traiter leur maladie dans leur pays d'origine. Donc on est quand même une immigration qui est avant tout humanitaire en France. La part de l'immigration de travail, c'est 16%. Et d'ailleurs, sur ces 16%, il n'y a que 20% qui représentent une immigration de travail de qualité, c'est-à-dire des cadres, c'est-à-dire des personnes qui viennent créer une entreprise en France. Et donc ça s'inscrit effectivement dans cette augmentation, mais là on ne parle que, on va arrondir le trait, des 500 000 entrées régulières chaque année. C'est-à-dire chaque année vous avez 500 000 titres de séjour, y compris l'asile. Grosso modo, vous avez 150 000 et 350 000. C'est ça. Les chiffres augmentent continuellement, 5, 6, 10%. De 2022 à 2023, très peu sur les titres de séjour accordés, autres que l'asile, puisqu'il c'est 1,6, si ma mémoire est bonne. Le nombre de premiers titres de séjour accordés l'an dernier était de 323 200. C'est ça. C'est un nombre record, hein, même si ça a augmenté effectivement. En matière, ça sera toujours un record, c'est ça. Voilà. En matière d'immigration, chaque année qui se succède est l'année des records. Il n'y a pas, que ce soit en matière de visa, 2,4 millions, que ce soit en matière de titres de séjour, que ce soit en matière de demande d'asile, les chiffres ne décroissent jamais. Et justement, il y a eu une dernière polémique ces dernières semaines avec ces 200 migrants venus de Mayotte qui ont été installés provisoirement, évidemment, au château de Grinon dans les Yvelines. Est-ce que c'est symptomatique de l'impuissance du politique, ou en tout cas, on décharge un département d'un mini-problème, évidemment, pour en mettre un autre finalement en métropole ou dans un autre département français? Vous m'enlevez les mots de la bouche en y disant le terme symptomatique. Il y a une grave crise, pas forcément d'asile à Mayotte, mais il y a une grave crise dans le sens que les Comoriens peuvent très facilement accéder à une île qui est une des 4 îles des Comores, même si c'est un département. Vous avez l'Union des Comores d'un côté où vous avez 3 îles, et la 4e, ses habitants ont depuis 50 ans et quelques, ont toujours été indéfectiblement attachés à la France. Donc vous avez un droit qui change de manière constamment pour essayer que les Mahorais ne puissent pas obtenir la nationalité en naissant sur le territoire français, qui est celui de Mayotte. Et après, c'est ajouté, mais de manière très récente, la question de l'asile. Donc vous avez un camp qui s'appelle le camp de Cavani à Mayotte, où la population en a assez, non pas tellement de ce camp, mais des bandes qui errent dans ce département, qui attaquent régulièrement les habitants. Et donc, il y a une cristallisation autour de Cavani, puisque c'était là où tous les demandeurs d'asile, ceux qui l'ont obtenu et les déboutés, étaient rassemblés, puisque l'association ne dispose que de 450 lits d'hébergement, on va dire. Donc, qu'a fait le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin? Il a pris 300, 400 personnes qui ont obtenu l'asile pour les amener en métropole. Et ces demandeurs d'asile, qui l'ont obtenu d'ailleurs, viennent essentiellement de la région des Grands Lacs en Afrique, donc passent par la Tanzanie, arrivent dans l'Union des Comores et ensuite sont débarqués clandestinement à Mayotte. Et à ce moment-là, comme en métropole, ils peuvent solliciter l'asile. Alors, à Mayotte, c'est très différent parce qu'il n'y a pas de CADA, il n'y a pas d'allocation de demande d'asile. Oui, donc en fait, le délai d'instruction est... Et à Mayotte, il est très court. D'accord. Mais comme ce sont des gens qui, effectivement, sont persécutés, on y reviendra, leur demande d'asile est importante. À Mayotte, c'est, pour l'année dernière, 40%. Avant, les chiffres étaient moindres. Il y a eu la loi immigration. Le Conseil constitutionnel a censuré notamment un renforcement, un durcissement du droit du sol à Mayotte, en Guyane, je crois.
est-ce que finalement, alors il a censuré bien d'autres articles comme, je vais revenir sur les quotas migrateurs annuels, la caution retour étudiante, le durcissement de l'accès aux prestations sociales pour les étrangers. Est-ce que finalement le politique il est impuissant face aux juges dans cette situation? On parlera plus tard des associations, mais déjà face aux juges, qu'ils soient français ou européens, il y a une certaine impuissance. Mais je le crains. Parce que là, le gouvernement a usé de manœuvres pour arriver à ses fins. Quel était le projet de loi déposé par Gérard Darmanin, qui a subi d'ailleurs une éclipse de 9 mois entre son retrait au Sénat en mars et son retour devant l'hémicycle au Sénat, puisqu'il avait été adopté par la commission des lois, même s'il y avait des réserves. Bon, c'était un projet de loi qui mise tout sur le sécuritaire. C'est-à-dire aujourd'hui, comme le gouvernement, l'actuel comme les précédents, est débordé par l'immigration, il va se concentrer sur la gestion de l'ordre public. C'est-à-dire que vont être placés en centre de rétention administrative, le CRA, des étrangers qui soit ont été déjà condamnés, soit qui manifestent une menace, qui représente une menace pour l'ordre public. Donc le gouvernement se concentre sur ces étrangers. Comment a-t-il fait? Il a accepté dans un premier temps les amendements parlementaires et il savait pertinemment, soit par prescience, et on se demande toujours comment on peut avoir une telle prescience, soit avec la jurisprudence antérieure du Conseil constitutionnel, que les amendements déposés par les sénateurs, et les sénateurs c'est avant tout le groupe des Républicains et l'Union centriste, seraient censurés par le Conseil constitutionnel. Et ça n'a pas manqué puisque c'est un tiers de la loi qui a été censurée, la petite loi on va dire, qui a été censurée par le Conseil constitutionnel. Donc tous les amendements, quasiment tous, des Républicains au Sénat ont été annulés, ont été déclarés non conformes par le Conseil constitutionnel. Et le seul, un des rares articles qui a été annulé sur un autre fondement, c'est un article qui permettait de prendre l'identité du migrant qui arrivait à la frontière. Le Conseil constitutionnel estimait que les droits du migrant n'étaient pas respectés puisque son avocat n'était pas là. Vous voyez, on en arrive à une juridictionnalisation d'un côté et à une protection du migrant de l'autre qui, à mon sens, ne permet plus au gouvernement de pouvoir intenter une nouvelle politique. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ces cas-là? Alors, après, on viendra évidemment à la jurisprudence européenne, mais concentrons-nous sur le Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel, dont la mission a radicalement changé depuis le départ du général de Gaulle, en plusieurs temps, mais en tout cas, ce n'est plus du tout la mission qui lui avait été impartie, c'est-à-dire de surveiller la plénitude du pouvoir réglementaire du gouvernement. C'était ça la mission confiée par le général au Conseil constitutionnel, puisque le général de Gaulle ne voulait pas que le Parlement puisse empiéter sur les missions du gouvernement. Donc le Conseil, alors, on ne va pas dire dévoyé, mais en tout cas, tout a changé, et seul un référendum permettrait de contourner l'obstacle. Et encore, il serait difficile, parce que déjà, en 1962, quand le général de Gaulle était passé contre tous les partis pour instituer le vote par le suffrage universel du président, c'est-à-dire la réforme la plus démocratique qui soit, il s'était heurté à un certain nombre de critiques et seul un juriste avait osé le défendre, un des professeurs de la faculté de droit de Paris. Mais justement, en revenant sur le Conseil constitutionnel, est-ce que la décision la plus importante de ces dernières années ne concerne pas Cédric Herrou? En 2018, il dégage un principe de fraternité qui, Cédric Herrou, c'est celui qui avait aidé des migrants à passer d'Italie et à venir en France. Est-ce qu'au final, avec ce principe, il dit tout simplement l'immigration illégale, on la rend légale juridiquement? Ça participe à cette forme de raisonnement, comme tous les films qui sont montrés. Et un dernier film pro-migrant est d'ailleurs proposé aux lycéens de manière très politique. Et c'est vrai que cet Herrou-là plastronne aujourd'hui, lorsque les gendarmes, c'était il y a quelques semaines, interpellent une personne afin de procéder à un contrôle d'identité, il se mêle du contrôle de façon très virulente. Oui, le Conseil, encore une fois, a dégagé un principe
qui n'est même plus dans le préambule, n'est même plus dans la déclaration, mais qui ressort de la devise de la République. Donc au sens de la fraternité, et c'est très dangereux parce qu'on pourrait être amené à conduire un certain nombre d'actions illégales en dehors de l'état de nécessité. L'état de nécessité, c'est vraiment ce qui peut sauver un acte charitable. Mais la fraternité, à ce moment-là, il n'y a, pardonnez-moi, mais il n'y a plus de bornes, comme dirait l'autre. Alors, les solutions, on pourra effectivement revenir après, mais il y a aussi un autre point qui est important, après avoir souligné effectivement concernant, on a parlé d'un peu des juges, en tout cas des juges français, on reviendra sur le juge européen, sur la CEDH, mais il y a le rôle également des associations. Est-ce qu'il est plus important, d'après vous, que celui des juges, où il est en amont, et après en aval, il y a les juges? Comment vous situez le poids des associations dans la politique d'immigration de la France? Bon, c'est un système qui se tient. Par exemple, on va prendre un exemple très précis. France Terre d'Asile, créé à l'origine par Curiel, qui était un compagnon de route du Parti communiste, qui était soupçonné d'être au service du communisme international. Et donc, France Terre d'Asile comprend dans son bureau un conseiller d'État en activité et un conseiller d'État à la retraite. Or, c'est le Conseil d'État qui, depuis 1978, s'obstine à détricoter tout ce que peut faire le gouvernement, le projet de loi, et évidemment, ce que peuvent faire les parlementaires. Après, ils peuvent annuler un certain nombre de décisions. Donc, vous avez le Conseil d'État, et qui est très proche de ces associations. Je vous ai donné cet exemple précis. Et effectivement, les associations concourent au système. Elles ont reçu de l'État quasiment une délégation de service public, parce que ce sont elles qui gèrent le parcours d'un demandeur d'asile. Depuis le départ, je vous parlais du GUDA. Avant, il y a la SPADA. Alors, encore un acronyme. C'est la structure du premier accueil du migrant quand il arrive en France. Structure contrôlée par une association. Donc l'association prend en charge le migrant, le loge, je ne sais pas ce qu'elle en fait d'ailleurs, parce qu'elle ne lui donne pas des cours de français, le nourrit pour qu'il puisse présenter une demande à l'OFPRA, le nourrit au sens intellectuel, puisque c'est l'État qui paye l'allocation de la demande d'asile, et le nourrit pour qu'il puisse présenter un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, etc., etc. Et pour un prix, pour un montant très important. Le chiffre que je donnais dans mon livre, autour de 750 millions, le chiffre est arrivé à 1 milliard d'euros. Donc, l'État distribue 1 milliard d'euros aux associations qui mènent une lutte implacable contre ce même État lorsque il arrive enfin à mettre un demandeur d'asile débouté dans un centre de rétention administrative. Et vous retrouverez encore une fois les associations jusque dans l'écran. Alors, je précise, le chiffre de 750 millions, c'est 750 millions d'euros de subventions qui bénéficient à 1350 associations pour 2021. C'était au titre des crédits de la mission immigration, asile et intégration. Et justement, ces associations, elles ont aussi un rôle devant les juridictions telles que l'OFPRA et la CNDA, parce que vous parlez d'aide au récit également. C'est-à-dire, comment vous pouvez nous expliquer, une fois que le migrant la demande d'asile va être étudiée, comment l'association va influer sur la décision du juge? Bon, d'abord, il faut comprendre que l'État n'a pas la main sur la demande d'asile, ouais, puisqu'il l'a délégué à l'OFPRA. Alors l'OFPRA, c'est l'État, puisque c'est un établissement public administratif, mais qui jouit depuis la loi de 2016, si ma mémoire est bonne, d'une indépendance certaine. Donc au lieu que ce soit l'État qui décide, ou que l'État puisse dire à l'OFPRA « non, je ne veux pas accorder l'asile pour telle et telle raison », l'OFPRA est libre de sa décision. Il y a eu quelques avancées, toujours avec la loi de 2016, la loi Collomb plus tard, et aujourd'hui la loi sur l'immigration, c'est qu'aujourd'hui, l'OFPRA peut se fonder sur un risque de trouble à l'ordre public, un risque de terrorisme, pour dénier
l'octroi du caractère réel aux demandeurs d'asile. Donc vous voyez, il y a quand même de temps en temps des petites avancées. C'est comme avec le projet de loi Darmanin. On peut mieux maîtriser l'immigration, mais c'est toujours, vous verrez bien, sur un prisme sécuritaire. D'ailleurs, aujourd'hui, le prisme dans l'administration en France, c'est la sécurité. C'est-à-dire, pas de trouble à l'ordre public. Le reste, qu'importe. Donc, l'OFPRA décide par elle-même, et ensuite, ça arrive à la Cour nationale du droit d'asile. Ça, c'est pour expliquer, c'est si vous avez été la débouté, CNDA examine les recours qui ont été formés contre la décision de l'OFPRA. Voilà, la CNDA, l'année dernière, de droit d'asile. C'est 64 000 décisions rendues. C'est-à-dire autant que l'ensemble des cours administratives d'appel en France. Ces mêmes cours administratives d'appel, c'est 60% des dossiers traités ont un lien avec l'immigration. Rendez-vous compte aujourd'hui qu'une personne qui sollicite un titre de séjour ou qui sollicite le renouveau de son titre de séjour, eh bien, parfois est obligée de saisir la juridiction administrative d'un référé pour avoir une date. Les préfectures sont totalement engorgées. Pourquoi ? Entre autres, parce qu'en 8 ans, elles ont perdu 35% de leur effectif. Donc l'État n'a même plus les moyens de gérer la demande de titre de séjour, encore une fois, totalement légal. Et justement, quel est le rôle de l'association quand le migrant va passer devant... Alors, le récit stéréotypé. Donc le migrant, depuis quelques années maintenant, l'OFPRA est obligé de l'auditionner. Avant, c'était un simple travail administratif. Il envoyait une demande, elle était traitée administrativement. Maintenant, il est obligé de le recevoir, accompagné soit d'un membre d'une association, soit d'un avocat. Et là, c'est vrai que l'association, connaissant bien sa partie, va aider le migrant. On va prendre un Bangladais. Le Bangladais, c'est le plus fort taux de refus, ça avoisine les 90%. Et là, l'association va aider le Bangladais à confectionner une histoire où il va raconter que son terrain lui a été volé, qu'il est l'objet d'une vendetta familiale, qu'il est persécuté parce qu'il fait partie d'un parti. Donc les associations, même si elles savent qu'il y a des éléments factuels qui sont matériellement faux, va néanmoins nourrir ce récit en espérant que ça passe devant l'OFPRA. Alors l'OFPRA, il y a eu beaucoup de changements puisque quand Pascal Brice, qui était justement un ami de Pierre Moscovici, un militant socialiste du temps de la campagne d'Hollande, a été nommé à la tête de l'OFPRA, 90% des demandeurs d'asile étaient déboutés. Quand il est parti de l'OFPRA en 2018, eh bien, vous aviez seulement 70% des demandeurs d'asile qui étaient déboutés. Donc vous voyez, avec l'OFPRA, les règles ont changé. Donc il y a eu encore une augmentation de l'octroi de la demande d'asile en France. Et effectivement, les associations ont un rôle majeur à jouer dans ce cas de figure, puisqu'elles vont préparer le migrant à avoir un discours qui est tel qu'il va être, que le juge va être sensible à ce qu'il peut dire, ou vous pensez que, d'après vous, c'est tellement stéréotypé, convenu, que le juge, après X rencontre avec des migrants devant lui, va se dire, bon, c'est encore un discours stéréotypé, ou aujourd'hui, il y a... Comment eux se préparent justement à affronter quelqu'un qui a un discours stéréotypé? Donc, à l'OFPRA, les officiers de protection sont quand même extrêmement spécialisés, même si ils ont énormément de demandes, connaissent bien leur zone géographique, et je pense qu'ils ne sont pas trop sensibles à la question des récits stéréotypés. Devant la CNDA, il y a les rapporteurs que j'ai pu écouter, entendre, effectivement ne sont pas dupes non plus de récits stéréotypés. La difficulté, c'est que vous allez avoir une manière de tourner le bon sens, c'est-à-dire d'accueillir des gens qui sont plus persécutés pour des raisons politiques, en raison de leur nationalité, en raison de leur race ou même d'autres critères, mais parce qu'ils font partie d'un même groupe social. Et la CNDA,
offre l'asile en France à une Africaine subsaharienne qui fait l'objet d'un mariage forcé. Sachant que 30% des femmes africaines font l'objet d'un mariage forcé, vous imaginez le nombre de personnes qui pourront obtenir l'asile en France. C'est comme toutes ces petites filles qui ont le risque d'être excisées, elles obtiennent l'asile en France, pour leurs parents ou pour elles-mêmes, mais ensuite il y a très peu de contrôle de l'OFPRA sur la protection de leur intimité. Et parfois, vous avez des réfugiés, donc ceux qui ont obtenu l'asile, qui sont victimes d'excision. Donc vous voyez, c'est la jurisprudence de la CNDA, plus que le récit stéréotypé, qui concourt à une augmentation de plus en plus quasiment folle. Et même quand le migrant est débouté devant la CNDA, il n'a plus de moyens de recours, il ne quitte pas le territoire français. Non, il a tout intérêt à y rester, puisque je vous ai dit en introduction que seulement 2% de ceux qui étaient l'objet d'une obligation de quitter le territoire français parce qu'ils étaient déboutés de leur demande d'asile sont effectivement reconduits à l'extérieur. Alors, pour quelle raison reste-t-il? C'est parce qu'il n'y a plus le délit de séjour irrégulier? Vous pensez qu'il y a d'autres, il n'y a pas assez d'effectifs, de police ou que sais-je? Pour de multiples raisons. D'abord, il n'y a pas assez d'effectifs. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a eu cette difficulté puisqu'on ne peut plus placer une personne en garde à vue puisqu'il n'y a plus de séjour irrégulier. Et troisièmement, il y a une facilité. La loi Darmanin vient de faciliter la tâche des bailleurs sociaux pour expulser les déboutés du droit d'asile. Dans l'hébergement d'urgence, vous avez à peu près maintenant la moitié des personnes qui n'ont pas de titre de séjour. 200 000 hébergements d'urgence, 100 000 personnes qui les occupent indûment. Donc ça avance, mais jusqu'à présent, le système était grippé. D'ailleurs, ça aussi, c'est un coût. L'hébergement, c'est plus d'1 milliard d'euros. Exactement. Oui, le coût est très important. Le coût d'une journée en CRA, c'est 600 €. Le coût d'une reconduite à la frontière, c'est 4 000 €. Retour forcé, il y a le retour aidé, là c'est 2 500. Oui, alors le retour aidé, on s'est beaucoup gossé du retour aidé, puisque à la fin des années 2000, c'était les Roumains qui bénéficiaient d'une prime, et une fois qu'ils étaient arrivés en Roumanie, ils revenaient sur le territoire national. Vous avez évoqué rapidement, mais parce qu'on n'a pas axé là-dessus, les OQTF. Quel est le problème, si je puis dire, atypique de ces OQTF? Parce qu'on a parlé des juges, des associations, etc. Pour les OQTF, est-ce qu'il y a le laissez-passer consulaire est-ce qu'il y a d'autres problèmes qui empêchent l'expulsion de délinquants étrangers, ou qui en tout cas sont sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français? D'abord, c'est le très faible nombre de places en centre de rétention administratif. Il y en a à peu près 2000 aujourd'hui. Donc déjà, la population qui est amenée à repartir parce qu'elle n'a pas de titre de séjour, elle n'a plus de base légale à son séjour en France, l'État n'a pas les moyens matériels pour le faire. Alors, les laissez-passer consulaires, c'est seulement lorsque la personne n'a pas de passeport. Donc le grand jeu, c'est de faire disparaître le passeport. Et la loi Darmanin a facilité les saisies domiciliaires, comme avec l'imam Marchoubi, fonctionnaire de police sont arrivés, on saisit son passeport, et là il a été expulsé, alors non pas reconduit mais expulsé, parce que c'était une menace grave pour l'ordre public, il a été expulsé en quelques heures. S'il n'avait pas eu de passeport, il aurait dû être présenté au consulat tunisien, qui aurait fait toutes les difficultés que l'on connaît, en expliquant qu'il n'avait pas la preuve que c'était un ressortissant tunisien. Donc c'est le petit jeu. Pourquoi? Parce que le retour d'un ressortissant d'un des pays du Maghreb est très mal vécu. Le migrant qui soit installé en France légalement ou illégalement, surtout lorsqu'il était installé en France et travaillait illégalement, eh bien, il envoie beaucoup de ressources dans son pays d'origine. Donc c'est un échec pour l'État d'accueillir des ressortissants, un, qu'il n'entretient pas, et deuxièmement, pour lequel il reçoit de l'argent.
on apprend aux lycéens à accueillir le migrant. On subventionne des associations. On porte au pinacle ceux qui facilitent le passage illégal de la frontière. Donc c'est un état d'esprit. Oui, l'immigration peut être une chance pour la France, mais pas l'immigration que l'on subit aujourd'hui. Jusqu'au milieu du 19e siècle, la France n'était pas une terre d'immigration. À la Libération, il y avait 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, vous n'avez même pas 2 actifs pour un retraité. Donc forcément, on va chercher des bras nouveaux. Ceux qui se parent de toutes les vertus considèrent l'étranger en fait comme une simple valeur ajoutée marchande. Nous avons de moins en moins de faculté à changer nos règles. Il y a des directives qui nous empêchent de tenir la frontière aujourd'hui. Si l'Italie subit un afflux d'immigrants, la France peut l'aider en envoyant des navires, des troupes. Donc c'est dans ce sens-là que je suis favorable à une coopération européenne. C'est quand même pour moi le mot-clé dans cette affaire. Souveraineté.